Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre depuis les États-Unis, depuis le 26 province de la République démocratique du Congo. Partout en Afrique, vous êtes en train de nous suivre en direct sur votre chaîne 10e rue télévision, le temple de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Vous êtes en train de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. Cette émission, vous avez l'habitude de suivre ça dans plus de 15 chaînes qui nous relaient sur la place publique. On vous avait annoncé la présence aujourd'hui d'une tête bien faite de la République. Lui, il s'appelle M. Yves Kisombe. Il est président du sursaut patriotique, vice-président du regroupement politique Les Centres. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe, ancien député national et ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Il est ici avec nous, M. Yves Kisombe. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. 10e rue télévision. Merci beaucoup, cher frère. Voilà. Mais j'ai oublié, je ne sais pas si j'ai oublié, récemment j'avais suivi l'une de vos vidéos, vous étiez présenté comme porte-parole du ministre de la Justice. C'est encore d'actualité? Toujours. Nous sommes au service de la République et de la nation. Partout où il est fait appel à nous, tant qu'il n'y a pas d'incompatibilité, nous servons la République. Peut-être est-ce la meilleure façon pour nous de montrer ce patriotisme? C'est à travers le service public, le grand service public qu'est la vie politique. Alors, M. Yves Kisombe, vous n'êtes pas un politicien d'aujourd'hui, vous êtes parmi les têtes bien faites de la jeunesse de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez représenté cette jeunesse montante. Nous, quand on était encore à la maison, on vous suivait, on suivait vos interventions au Parlement. Vous nous épatez, mais aujourd'hui, quand même, vous êtes devenu de vétérans dans la politique, selon plusieurs personnes. Ah oui, on a plus de 20 ans d'engagement politique au niveau national. Moi, j'ai, comme d'autres, commencé relativement jeune, puisque j'avais encore 30 ans, quand je me suis lancé au niveau national, quand j'ai été nommé porte-parole du MLC, qui était un des plus grands partis, déjà à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, j'avais 32 ans. Donc, MLC de Jean-Pierre Bemba, je pense. MLC, oui, il n'y a qu'un seul MLC, c'est Jean-Pierre Bemba. Parce que Thomas Louaka aussi avait créé... Oui, mais nous parlons bien du MLC. Okay. Thomas Louaka avait créé le MLC libéral, mais qui est devenu ML par la suite. Et donc voilà, le temps passe. Nous avons cette riche expérience, riche parce que nous avons eu à côtoyer les hommes, à travailler pour le pays, à servir le pays comme on peut. Et effectivement, nous avons cette expérience et à l'âge auquel nous sommes arrivés, nous ne sommes pas encore parmi les plus vieux. En politique, je pense que nous sommes encore relativement
dans la force de l'âge, hein, à fleur d'âge encore sur le plan politique, grâce à Dieu, comme on dit en lingala, mabendeliwa, hein, donc nous bénissons le Seigneur pour la santé, et tant que nous sommes physiquement et mentalement en bonne santé, nous continuons à servir le Congo. Alors, Monsieur Yves Kisombe, avant de parler de la thématique d'aujourd'hui, qui est également liée à l'actualité, donc le changement de la Constitution est-il nécessaire? On va en parler, mais quand même, j'aimerais que vous puissiez vider les arriérés du public. Hein. Quand j'ai annoncé que je ferais ça, j'ai reçu autant de questions, parce que vous parlez du MLC, M. Massounda revenez sur MLC. On parlait d'il y a 20 ans. Ouais. Mais c'est quand même important. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi Yves Kisombe, quand il fait ses sorties médiatiques, il ne fait pas allusion à ce grand parti qui l'a propulsé sur la place politique? Il m'a même fait rire, il dit il a cherché des vidéos, ou pas des vidéos, des photos. Aucune photo de vous avec Jean-Pierre Bemba. Non, mais vous savez, quand je suis arrivé au PPRD, parce que le sursaut patriotique, qui est mon mouvement politique et citoyen aujourd'hui, s'est opéré en 2008. Et ensuite, je suis parti du MLC. Voilà. Et en 2008, le sursaut patriotique commandait cela. Mais même au PPRD, je disais à mes amis, quand on essayait de me taquiner un peu, que moi je ne vais pas me renier et je ne vais pas avoir honte de Jean-Pierre Bemba. Hein, mais aucune photo de vous? Non, peut-être que vous n'avez pas. Il y en a certainement. Peut-être pas, j'en ai pas beaucoup non plus. Okay. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, j'ai déjà mis une photo de 2006, je pense. J'étais juste derrière Jean-Pierre Bemba. Nous étions à la résidence officielle sur le boulevard, en face du cimetière de la Gombe. Il tenait un échange, un petit rassemblement là avec quelques cadres, et j'étais juste derrière lui. Donc Jean-Pierre Bemba, c'est un homme d'État, c'est un grand leader politique. Je l'ai dernièrement beaucoup admiré dans sa campagne pour le président Tshisekedi aux dernières élections, à la dernière présidentielle. J'ai beaucoup aimé. Nous sommes en politique, hein, il faut être offensif, il faut être costaud, et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Jean-Pierre Bemba. C'est un modèle pour vous? C'est un modèle de courage, de leadership, et de patriotisme. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus, et je n'ai jamais changé de point de vue là-dessus. Même quand j'ai quitté le MLC, je n'ai jamais eu d'attaque personnelle contre Jean-Pierre Bemba. J'ai toujours condamné sa détention à La Haye. J'ai toujours dit que la CPI s'était transformée en cour pénale impérialiste, vous le savez. Ses objectifs sont ratés, parce que la lutte contre l'impunité n'a pas été menée comme il faut, alors que c'est ça qui a prévalu à sa création. Jean-Pierre Bemba a perdu 10 ans, mais je pense que c'est ça aussi la vie des hommes, ce sont des épreuves. Mais ça, c'est une chose. Et donc par la suite aussi, c'est comme pour le président Kabila, que j'ai rejoint par la suite. J'ai quitté le PPRD en 2021. Je ne suis pas du genre à me renier et à dire du mal de là où je suis passé, même si je peux critiquer des choses. Par exemple, pour moi, je considérais que le président Kabila avait cessé de faire de la politique, et qu'il était légitime que je continue à en faire. Donc moi j'ai quitté, je n'ai pas critiqué, rien du tout. Alors, il y a un politicien majeur qui m'a dit, oui, quand vous avez quitté le MLC, c'était les débuts de votre déclin politique, parce que oui, au sein du PPRD, vous étiez englouti par les grands noms. Yves Kisombe n'était pas traité à sa juste valeur. Est-ce que c'était les constats que vous avez fait aussi? Non, moi en politique, je me suis battu pour me faire un prénom, parce que j'avais déjà un grand nom dans ce pays. Donc quand vous parlez de grand nom au PPRD, moi c'est pas ça mon problème. Je pense que j'ai été formé pour être combatif en politique, hein, Delphin Kassongo. Donc c'est pas ça. C'est juste que en politique, c'est le destin aussi qui joue. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de devenir députés nationaux, qui ne le sont jamais devenus. Moi, je le suis devenu. J'ai toujours, dans mes ambitions politiques, voulu devenir ministre. Je ne le suis pas devenu tout de suite. C'est pour servir le pays. Mais
le destin a quand même voulu que, à un moment, je sois nommé membre du gouvernement, même si Vice-ministre même si je n'étais pas ministre plein, mais vice-ministre des Affaires étrangères, c'est un grand honneur. J'ai pu, parce que nous sommes au sommet de l'État à ce moment-là. Et donc, vous voyez, même si notre gouvernement n'a duré que 5 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Au-delà du droit international que je connais, au-delà des questions théoriques, vous apprenez la réalité, vous vivez l'impérialisme. C'était dans le gouvernement Sami Badibanga. Vous vivez des choses. Et j'ai aussi un souvenir que les gens ne connaissent pas beaucoup, parmi d'autres. À ce moment-là, le président Kabila a beaucoup défendu la souveraineté du Congo. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai entendu le président de la République l'accuser. Et donc, moi, je sais que le président de la République est un homme bien informé, le mieux informé de nous tous. Mais je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, en tout cas, il défendait la souveraineté du Congo. Et j'ai aussi un autre souvenir, c'est lorsque Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, est décédé le 1er février 2017. J'étais dans mon bureau et j'ai reçu instruction de faire en sorte que très rapidement Monseigneur Mulumba puisse bénéficier de son passeport diplomatique pour partir rapidement. Et je le dis avec une certaine joie parce que et satisfaction, parce que je m'en suis occupé personnellement, très rapidement. Je suis même descendu jusqu'à la salle des captures pour qu'on délivre à Monseigneur Mulumba, qui nous a quittés aussi, donc l'oncle paternel du président. Et voilà, donc c'était républicain, puisque nous n'étions pas du même bord politique. Merci. Vraiment, le temps nous fait défaut. Est-ce que cette photo vous rappelle quoi? Ah oui, ça, c'est en 2008, je suis député national, et le président Kabila reçoit les élus de Kinshasa, et donc nous échangeons. Et je me souviens aussi lui avoir glissé un mot sur un peu à C'est le jour qui vous avez débauché? Ou c'est le jour qui vous avait convaincu qu'il rejoignait? Non, moi on ne me débauche pas. Je fais mes choix personnels. Non, mais c'est ça que les gens parlent aujourd'hui. Oui, mais je dis... Donc vous mangez... Non. Excusez-moi, j'ai gagné plus d'argent par mes efforts que par la politique des débauchages, etc. Hein, le peu que j'ai pu gagner dans ma vie. Okay? Non, vous êtes né non, on m'a pas débauché. Dans une famille de commerçants, effectivement. Non, moi pour rejoindre le président Kabila, il n'y a eu aucun démarchage, il n'y a pas eu de débauchage ni rien du tout. Aujourd'hui, je soutiens le président Tshisekedi, on ne m'a rien promis, on ne m'a rien de... Moi, je ne fais pas de la politique comme ça, je fais des choix personnels. Des choix personnels? Oui, quand j'ai... Personnel pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général? Le service de ma patrie. Alors, dans j'ai estimé après la rupture FCC Cash, que le président Tshisekedi ne méritait pas mon opposition, qu'il ne méritait pas que je m'oppose à lui, qu'il n'y avait pas de raison, il était le président de l'alternance, il y avait lieu de le juger aux actes et de lui donner tout le soutien patriotique qu'il méritait, parce que je sais que c'est un homme de grand cœur, que c'est un homme qui aime le Congo, et il n'y avait pas de raison de m'opposer à lui, surtout pas pour des caciques désabusés, pour des caciques complètement éreinté. Non, je n'allais pas faire ça. J'étais d'accord pour que les caciques méchants, égoïstes, puissent être défenestrés, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Yves Kissombe, avant de passer à autre chose, mais quand même accepter que je vous pose ce genre de questions, on vous reproche dans l'opinion publique que votre inconstance politique, c'est ce qui a fait que votre intelligence ne soit pas au service de la nation, du moment que vous êtes identifié dans l'opinion comme une tête bien faite. C'est quoi le problème? Vous êtes impatient ou bien? Non, j'ai 52 ans, je ne suis plus jeune, et je ne suis pas encore vieux, au sens où j'ai des amis qui sont devenus ministres après l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai des amis qui sont ministres depuis longtemps et qui le sont devenus à un âge plus avancé que mon âge aujourd'hui. Ok?
Le président Vital Kamerhe, à mon âge, il était dans l'opposition depuis 1 an ou 2. Et jusqu'à l'âge de 60 ans, il a traversé le désert sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il est resté dans l'opposition. Donc entre 50 ans et 60 ans, il était dans l'opposition. Ensuite, il est devenu... donc il n'était pas au pouvoir, il n'avait pas de fonction. Alors, ce dont les gens parlent, Bruno Tshibala est devenu Premier ministre à quel âge? Donc c'est pour dire que le destin, l'aventure humaine personnelle, il ne faut pas regarder en comparant ou quoi que ce soit, mais voir que les destins sont différents et que, en tout cas, moi je suis heureux d'avoir pu être député national comme je l'ai été. Ce n'était pas facile. Vous vous souvenez des personnalités que j'ai battues en 2006 dans la liste MLC, je veux dire cette liste. Non seulement dans cette liste, mais en dehors de la liste aussi, à la Lukunga, c'était pas évident, mais parce que j'avais fait un parcours politique convaincant, et par la suite, être nommé au gouvernement. Beaucoup n'ont jamais été élus députés, ne sont jamais devenus membres du gouvernement et n'ont pas eu cette occasion donc de servir le pays, soit au niveau du pouvoir législatif, soit au niveau du pouvoir exécutif, ne serait-ce qu'un mois. Et donc, pour moi, ce sont des expériences qui me permettent d'être aujourd'hui plus réfléchi, plus mature en termes d'approfondissement de mes convictions, mais mes convictions sur les sujets ne changent pas. Il n'y a pas d'inconstance sur les sujets qui engagent le patriotisme. Il n'y a pas d'inconstance. Alors, M. Yves Kisumbe... Vous me voyez parler ici sans inconstance du MLC, de Jean-Pierre Bemba, de Joseph Kabila. Il n'y a pas d'inconstance. Autre chose, voilà. Autre chose parce que vous êtes en politique, oui. C'est la dernière question des arriérés. Yves Kisumbe, c'était un rancunier. Yves Kisumbe, dans les salons politiques, c'était un prétentieux. Il pense connaître plus que les autres. Est-ce vous vous reprochez de quelque chose par rapport à ces arguments ou ces allégations, si je peux les dire ainsi? Non, ce sont des a priori trompeurs, hein, parce que l'humilité précède la gloire, c'est biblique, l'orgueil précède la chute. Moi, je n'ai jamais considéré l'orgueil ou l'arrogance comme des qualités. Si j'ai pu donner cette impression à tel ou à tel, c'est vraiment malgré moi, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui suis d'abord conscient des limites de chacun de nous en tant qu'être humain. Donc, je suis extrêmement social. J'ai toujours, depuis l'enfance, partagé ce qui est à moi, que ça soit matériel ou moral ou intellectuel. Donc je suis un homme, vraiment un homme du peuple. Je n'ai pas que des qualités, j'ai des défauts, mais moi, je peux être chez le président de la République aujourd'hui à telle heure. 2 heures après, je suis avec les mamans qui vendent des bananes, je suis avec des élèves qui rentrent de l'école. Moi, je suis comme ça. Merci. Parce que je connais la vie à tous les niveaux des réalités sociales de notre pays. Alors, M. Yves Kisumbe, allons maintenant dans un terrain très glissant. Avant de parler de la nécessité d'échanger la Constitution aujourd'hui, j'avais fait une émission ici avec Paul Kapita Gabriel, l'un des fondateurs de l'UDPS, Godempoy, Alea Tundu, avec Marie-Josée Foucault, sur 64 ans après, est-ce la classe politique congolaise est-elle naïve ou improductive? Naïve, je ne sais pas. Improductive, certainement. Parce qu'une classe politique productive fait quitter son pays du sous-développement, comme la Corée du Sud, comme les pays émergents aujourd'hui, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, etc. Nous sommes un pays sous-développé parce que la classe politique n'a pas su donner l'élan nécessaire, n'a pas su créer l'élan collectif, parce que ce n'est pas que la classe politique qui développe un pays. Elle fait que le pays se développe grâce à tout le monde. Mais nous sommes encore sous-développés, il faut un véritable sursaut patriotique. C'est pour ça que mon mouvement s'appelle le sursaut patriotique, parce que mon propos n'est pas qu'institutionnel, il n'est pas que politique. Mon souci, c'est l'émergence de mon pays, c'est-à-dire le redressement économique, l'essor économique du Congo et le progrès social. Parce que c'est ça le développement d'un pays. Hein. C'est atteindre un
niveau de développement irréversible. Parce que le développement, c'est un processus irréversible. C'est-à-dire que vous pouvez arriver, par exemple, en Belgique aujourd'hui, comme il y a 20 ans, je prends l'exemple de la Belgique que je connais bien, mais vous avez tous les pays développés du monde, c'est-à-dire qu'on ne recule plus. Ce qui doit être entretenu l'est, ce qui doit être changé l'est, c'est ça le sentiment général, c'est ça le constat général, vous voyez ? Mais le sous-développement se caractérise notamment par, vous êtes à Kinshasa, vous constatez une urbanisation inachevée, en dehors de l'insalubrité. Vous avez nos routes, vous avez du sable à côté. En fait, d'abord, une ville, c'est un endroit où il n'y a plus de sable. Vous comprenez ? Donc tout est asphalté, pavé, bétonné. Déjà au niveau des infrastructures, hein, sans parler des canalisations souterraines qui n'existent plus. Et donc, ce sous-développement, caractérisé notamment par l'urbanisation inachevée, c'est un témoignage de l'échec de la classe politique, n'est-ce pas? Donc, nous qui sommes nés dans les années du pouvoir le plus absolu de Mobutu, nous avons hérité d'une situation catastrophique. Nous qui sommes nés après l'indépendance. Nos pères, d'une manière générale, la génération avant nous, nous a légué une situation catastrophique sur le plan démocratique, économique et social. Nous avons la responsabilité de redresser les choses, de corriger les choses. Notre génération, donc y compris avec le président Tshisekedi, une génération c'est quand même une tranche d'âge, hein, le président Tshisekedi est notre aîné de 10 ans, 11 ans, je parle de la tranche d'âge, ceux qui ont 5-10 ans de moins que moi, nous avons la responsabilité de transformer cet héritage catastrophique en bilan positif pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais je pense que, à l'allure où vont les choses, parce que je sens qu'il y a un problème de relève. Le niveau du débat politique, par exemple, est descendu à un niveau moins acceptable qu'il y a 20 ans. Nous avions des références, nous avions les Nimi Maïdi Kangimbi, les Kamandawa Kamanda, beaucoup de têtes, pas seulement diplômées, mais politiques, qui savent, parce que beaucoup se cachent aujourd'hui derrière les diplômes. Les diplômes, ça ne dit pas votre intelligence politique. Hein? Je dois rappeler, par exemple, que Pierre Bérégovoy n'était pas bardé de diplômes. Il a été un excellent ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il a été Premier ministre, mais c'était un autodidacte. Ouais, donc nous, on croit... Un praticien dans les Oui, mais nous, on croit que d'abord, un professeur n'est pas omniscient. Il s'y connaît dans un domaine et dans une particularité de ce domaine. Un docteur en droit ne connaît pas tout le droit de la manière la plus savante. Ce n'est pas vrai. Oui, non, ils sont limités, que ce soit en économie, etc. Un nephrologue n'est pas cardiologue. Vous comprenez? Alors, il faut écarter cette histoire de diplôme. Ce qui compte, ce sont les arguments. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui se disent plus savants que les autres, mais quand vous les écoutez, vous voyez que le niveau est très très moyen. Voilà, le pragmatisme n'est pas au rendez-vous. Alors, M. Yves Kisombe, si je vous ai posé cette question, c'est pour que vous puissiez situer la classe politique aujourd'hui, parce que... Elle a échoué parce que le pays, en 60 ans, aurait dû devenir... émergent, pour ne pas dire développé, hein, mais émergent. Nous aurions dû avoir un pays dans une autre situation où la croissance économique aurait permis d'avoir aujourd'hui un PIB 10 fois supérieur à celui que nous avons, etc. La classe politique n'a pas su créer cet élan-là et nous espérons qu'avec... les années qui viennent, les choses changeront et il y a de la volonté. Mais quand vous parlez d'un pays émergent, une parenthèse, professeur Mukoko Samba aujourd'hui, oui. Il est ministre de l'économie. À l'époque, avec Matata, il avait dit le Congo serait un pays émergent en 2030. Vous croyez à cela? Non, là, c'est pas possible. On ne peut pas devenir un pays émergent en 5 ans dans les conditions qui sont les... Non, en 2030, ça fait déjà plus de... Oui, à ce moment-là... Plus de 12 ans depuis qu'il avait dit ça. Oui, en 20 ans... en 20 ans,
Mbouta Daniel Mukoko Samba est un homme intelligent, un économiste avisé, mais il peut se tromper sur certaines choses. Mais là, en tout cas, il avait raison. Effectivement, c'était possible, mais il n'y a pas eu l'élan collectif nécessaire pour y arriver. Un suivi, mais ça s'appelle l'élan collectif. Parce que les élites ne peuvent pas développer un pays seul, mais ils doivent faire en sorte qu'il y ait un élan collectif qui part des citoyens de toutes les couches, et des dirigeants à tous les niveaux. Alors, M. Yves Kisombe, aujourd'hui, les débats sur la place publique, c'est la nécessité de changer la Constitution ou la révision de la Constitution. J'essaie un peu de finir. Vous avez commencé ces combats il y a plus de 8 ans. Vous voulez qu'on change cette Constitution. Pourquoi Yves Kisombe avait vu loin? Qu'est-ce qui est mal dans l'actuelle Constitution qui a 229 articles? Oui, la Constitution, que je connais très bien, est une œuvre imparfaite, par définition. Okay. En 2011, j'ai été rapporteur adjoint de la commission de révision constitutionnelle du Congrès. La loi modifiant un certain nombre d'articles de la Constitution, la loi 11-20 du 20 janvier 2011, qui modifie l'actuelle Constitution. J'en suis un des artisans, okay. Puisque nous sommes le législateur qui a opéré cette modification constitutionnelle. Par exemple, on a estimé qu'il était plus pratique et moins coûteux de passer de 2 tours à 1 tour à la présidentielle. C'est discutable, mais on a fait en sorte que le pouvoir judiciaire soit consolidé au niveau des cours et tribunaux et pas des parquets. On a fait qu'un député élu du peuple puisse servir le pays au niveau exécutif sans perdre son siège définitivement, comme ça existe ailleurs. Tout ça, c'est un certain nombre de choses sur le plan institutionnel pour donner le meilleur cadre institutionnel possible. Alors, le niveau institutionnel ne suffit pas pour développer un pays, mais la stabilité politique et institutionnelle est une condition nécessaire, pas suffisante, au développement économique et au progrès social. J'ai bien vu des gens vanter leur savoir, etc., alors qu'on les a vus à l'œuvre quand ils étaient ministres. Certains critiques, n'est-ce pas, du président de la République aujourd'hui, qui prennent des postures savantes, etc., alors que beaucoup sont des voleurs, on le sait. Vous dites. Alors que beaucoup sont des voleurs, on le sait. Okay. Ils prennent des postures intellectuelles, académiques, savantes, etc., pour donner des leçons. Non, mais nous avons quand même... Moi, je n'ai cité personne. Non, nous avons quand même certaines têtes bien faites, s'il vous plaît. Non, ça, d'accord. Mais moi, certaines têtes bien faites de la République, je parle... sous réserve de certains députés nationaux qui ont pensé que l'un des leurs, à l'époque il était l'un des meilleurs, c'est le président de la Vol, de lycée Sanga. Lui, il a dit, hier il a suivi les chefs de l'État, il a répondu directement en disant que les chefs parlaient de la manipulation. En réalité, c'est lui qui manipule le peuple, il a donné les éléments de la réponse. Pensez-vous que Delis Sanga a raison? Sur le plan politique, c'est un intellectuel du pays. Donc moi je parlais en général de quelques personnalités politiques qui, on est en démocratie, attaquent les positions du président de la République sur la question constitutionnelle. Face aux arguments, on ne parle pas des individus, les arguments avancés par l'homme. Je dis que je les ai suivis, certains sur Twitter, d'autres sur les réseaux sociaux, j'allais dire en images, dans des déclarations, sur des vidéos, etc. Et donc je disais que j'ai vu aussi certains échanges de gens qui prennent des postures intellectuelles. Je ne parlais pas de Delis Sanga que je respecte et pour qui j'ai de l'estime, même si nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Delis Sanga, c'est une personnalité de haute facture sur le plan intellectuel.
Il a été mon directeur de cabinet du vice-président Bemba à l'époque, et par la suite mon collègue à l'Assemblée nationale. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ça, lui, oui. Face aux arguments qu'il a avancés... Non, par contre, je ne suis pas d'accord avec lui sur ses positions actuelles. Okay. D'abord, je regrette, je vous ai dit mon admiration, mais je regrette son inconstance sur des questions objectives. Hein? Okay. Ce qu'il dit aujourd'hui sur la Constitution, l'absence de nécessité de la réviser, il a dit exactement le contraire pendant la campagne électorale. C'était même dans son programme présidentiel, avant qu'il ne se désiste au profit de Katumbi. Et donc, chose que j'ai beaucoup regrettée parce que... Donc, il est inconstant. Oui, il est inconstant sur les sujets. Hein, je ne parle pas de ses choix politiques en termes de positionnement. Ça, c'est l'inconstance, ça veut rien dire. Moi, je suis quelqu'un de constant en politique parce que je défends l'intérêt supérieur de la nation, je défends ma patrie. Donc, vous pensez que la constance, c'est plus des positions maintenant il était pour, il a parlé d'un certain nombre de failles, de faiblesses de notre Constitution. 34 articles. Oui, il a parlé d'un certain nombre de faiblesses institutionnelles quant à la formation du gouvernement. Il a parlé de choses et d'autres, je n'ai pas les détails ici, mais Delis Esanga était porteur d'un projet de révision constitutionnelle il y a encore peu, n'est-ce pas ? Et certaines réformes, en réalité, nécessitent carrément un changement de constitution. Les gens doivent bien comprendre que la constitution actuelle interdit qu'on touche, qu'on révise certaines matières. Par exemple, par exemple, le nombre et la durée du mandat du président de la République. Par exemple, la forme républicaine de l'État, c'est-à-dire que le Congo doit rester une république. Si vous voulez en faire, c'est un cas d'école, hein, si vous voulez en faire un autre système politique, c'est-à-dire un royaume ou je ne sais quoi, c'est un exemple, hein, il faut, parce que ça peut arriver dans l'histoire, il faut changer de constitution. Si vous voulez enlever des pouvoirs aux provinces, il faut changer de constitution. Donc, parce que c'est verrouillé par l'article 220. Le fait que l'on verrouille des dispositions, ça signifie que l'on reste dans cette constitution. C'est ça l'esprit. Quand vous allez lire l'exposé des motifs et le préambule de notre constitution, vous remarquerez qu'il y a un ordre politique institutionnel qui est créé avec la volonté de pérenniser ce qui peut l'être dans cette Constitution. Et donc, si vous voulez changer, la Constitution ne donne pas au peuple sa souveraineté. La souveraineté du peuple n'est que rappelée dans la Constitution. Le peuple est souverain indépendamment de la Constitution. C'est extrêmement grave, c'est que vous êtes en train Non, la souveraineté du peuple ne vient pas de la Constitution. La souveraineté du peuple, elle vient du droit international d'abord, et du droit interne en termes de souveraineté au niveau de la République démocratique du Congo, dans ses frontières, n'est-ce pas? Donc, il faut bien comprendre ceci, c'est ça l'esprit de la Constitution. Si vous voulez changer, par exemple, moi, je propose que les assemblées provinciales qui ne servent à rien soient supprimées. À ce niveau de sous-développement et de besoin d'efforts de développement, on n'a pas besoin d'assemblées provinciales. D'ailleurs, elles sont source, vous le savez, les institutions provinciales sont source d'instabilité et donc d'absence ou de diminution des efforts de développement. Elles sont source de crise et d'instabilité institutionnelle. Donc, il faut supprimer les assemblées provinciales. Et donc, supprimer les assemblées provinciales, ça veut dire que les assemblées ne peuvent plus voter leurs lois, adopter des lois. C'est diminuer les prérogatives des assemblées. L'article 203 de la Constitution fait l'énumération des compétences qui reviennent au pouvoir central et ensuite aux institutions provinciales. Moi qui veux supprimer les assemblées... Donc c'est objectif. Pour ça, il faut passer à la 4e République, il faut changer de constitution. Je ne veux plus de gouverneurs
élu comme on l'a aujourd'hui. Je voudrais que l'on, et j'ai été l'un des premiers à le proposer, le président de la République lui-même en a parlé, et il est le premier président de la République, parce qu'on ne se compare pas au président de la République, hein, en tant qu'acteur politique, lui en tant que président de la République, il a déjà dit, il faut que l'on revienne au plus grand héritage institutionnel de la Deuxième République, qui est la nomination des gouverneurs de province non originaires. Okay. Parce que le repli identitaire a été constaté depuis 20 ans. Les provinces sont devenues des propriétés, non pas de Congolais, mais des ressortissants de ces provinces. Mobutu avait réussi, la Deuxième République avait réussi à faire que la cohésion nationale et l'unité nationale soient sauvegardées. Vous comprenez? Il était intéressant de voir un Mukongo à la tête du Kasaï occidental. Il était intéressant d'avoir un Moulouba à la tête de la province orientale, d'avoir quelqu'un du Grand Katanga à la tête de l'Équateur, etc. Hein, vous vous souvenez de Koyagialo Bassete Gerengbo à la tête du Katanga, le Chaba à l'époque. Ça, c'était l'unité nationale. Et donc, il faut que l'on revienne à ça. L'élection, ça ne sert à rien. Il faut se concentrer sur le développement. Tout cet argent que les provinces consomment au niveau des institutions, il faut mettre ça dans les efforts de développement. Est-ce que M. Yves Kisumbe, ça, ce n'est pas peut-être faire reculer les pays? Parce qu'à l'époque, il y avait l'impair. Il y avait même les assemblées régionales. Tout le pouvoir était centralisé entre les mains d'un homme. Alors, nous voulons un pays où règne la démocratie. Oui. Dans la démocratie, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut qu'il y ait les mécanismes. Oui, mais attention. Hein. Alors, si vous là, nous parlons du niveau régional, du niveau provincial. Alors, et des entités territoriales décentralisées. Attendez. Je ne parlais pas... Non, je ne suis pas pour un régime présidentiel. Je suis pour... Quand vous parlez de la nomination, qui nomme? Le président de la République. Alors, non, mais ça, c'est au niveau des provinces. Oui. Mais au niveau national, je ne suis pas personnellement pour un régime présidentiel. Le régime présidentiel a montré ses limites. Je suis pour le régime semi-présidentiel tel qu'il existe. Mais cette constitution, laissez-moi vous dire, telle qu'elle est dans son contenu, la majorité des articles sont consacrés à l'organisation, à l'exercice du pouvoir. C'est d'inspiration étrangère. Cette constitution a été faite par l'étranger à l'étranger. Nous étions ici sous surveillance internationale au moment où cette constitution a été faite. C'était pendant le 1+4, il y avait, vous vous souvenez du CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition. C'est eux qui ont conçu ce projet de constitution. Ne vous laissez pas avoir le président... Il ne faut pas dire ça parce que le professeur Mampouya est vivant. Non. Le professeur Bob Kabamba est vivant. Attendez. Ils ont rédigé cette constitution. Il ne faut pas dire que il y avait les armes. Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas... Je ne dis pas que la participation intellectuelle de ces gens, je vous parle de la conception du modèle, il est d'inspiration étrangère, il vient de l'étranger, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne correspond pas à bien des égards à nos réalités. L'informateur, est-ce que vraiment dans notre culture politique, c'est quelque chose de... toute cette lenteur. Attendez, non, laissez-moi vous dire, le président Tshisekedi ne s'y est pas trompé lorsqu'il a dit que cette constitution... qu'on ne jette pas comme ça, hein, mais effectivement est d'essence étrangère. Mais je vous ai dit, je vous ai parlé, attendez, je vous ai parlé du pays. Nous ne sommes pas le premier pays en Afrique où leur constitution est rédigée par l'expertise étrangère. Aujourd'hui, je vous apprends, professeur Mbata, il est invité au Gabon pour aller contribuer à la rédaction de leur constitution parce qu'il est intellectuel, il est congolais. Nous ne rejetons pas la participation africaine. Nous parlons de l'essence impérialiste qui a prévalu. Mais c'était l'État du Congo, le CIAT, le Comité international d'appui à la transition. Notre pays était sous, j'allais dire, protectorat, qui ne disait pas son nom, de la communauté internationale, de l'Occident en particulier. Cette constitution, moi, je ne crache pas dessus. Je dis juste qu'elle a été faite pour être mise à l'épreuve et jugée au bout de 15-20 ans. Aujourd'hui, nous pouvons corriger
bon nombre de choses qui se trouvent dans cette constitution. Vous dites... Il y a des institutions inutiles. Je vous l'ai dit, je vous ai expliqué. Inutile. Inutiles. Les assemblées provinciales, à l'épreuve du feu, ça ne sert à rien. Attendez. À ce stade, à ce stade du sous-développement. Vous savez, ailleurs, les localités sont des centres de démocratie et d'action économique, sociale, etc., de la vie des gens au plus près. Vous avez dans les communes, vous avez le service de l'emploi, vous avez la salubrité, toutes ces choses-là, vous avez des budgets, etc. Nous n'avons pas ce niveau de développement. Vous voyez, on est même allé jusqu'à faire l'élection des conseillers communaux. Ça sert à quoi dans un pays comme ça? La preuve, le gouvernement central a demandé aux provinces de prendre en charge les conseillers communaux. Je sais qu'au Katanga, par exemple, le gouverneur a dit pas question, il n'a pas ce budget-là, etc. Parce qu'on n'en a pas les moyens. On est encore à un stade où nous sommes dans une situation de détresse, de catastrophe économique et sociale. On ne peut pas se permettre des élections au niveau local et au niveau provincial. Vous risquez d'énerver les gens à la maison. Non. S'il vous plaît, vous risquez d'énerver les gens à la maison. Point de vue. Il y a des légalistes à la maison. Oui. Et cette constitution vous a permis d'arriver au pouvoir. Oui, on parle de réforme, c'est pas pour maintenant. Attendez, mais quand vous dites que il y a les institutions inutiles. Oui, mais elles sont en place jusqu'en 2028. Non, s'il vous plaît, elles sont en place jusqu'en 2028. Est-ce que je peux terminer ma question? D'accord, allez-y. Si j'envoie cette émission au président Kamere, comme j'ai l'habitude de l'envoyer l'émission, il risque de se moquer de vous. Pourquoi? Parce qu'avant les élections, il avait dit, vous devez tenir compte de l'immensité de la République démocratique du Congo. Oui. Il faut plus de postes, plus des espaces pour que les gens travaillent. La RDC ne peut pas avoir un gouvernement de peu de ministres, ce qui veut dire qu'il y a plus des gens qu'il faudrait leur donner l'occupation. Si vous supprimez certaines institutions, vous risquez d'avoir une crise politique avec la pluralité des partis politiques aujourd'hui, mais ça devient compliqué. Non, cher ami, on pense Congo 100 millions d'habitants ou bien on pense Congo 1000, 2000, 3000 postes pour des individus. Je vous ai cité le président Kamere, il a dit ça avant les élections. Est-ce que le président Kamere parlait de tous les postes de responsabilité à tous les niveaux, ou bien il parlait du gouvernement central? Mais le gouvernement, c'est qui veut dire qu'il fallait étendre parce qu'il y a assez de gens, le Congo est grand. Oui. Donc il faut satisfaire tout le monde, il faut créer plus de... Vous pensez que même en ajoutant 100 000 postes aujourd'hui, on va satisfaire tout le monde en RDC? Nous sommes 100 millions, papa. Mais les gens ont leurs quotas. Nous sommes 100 millions. Non, les quotas, ça n'a aucune importance. C'est dans la Constitution. Oui, attendez. L'histoire des quotas, c'est dans la Constitution. Oui, non, c'est pas ça. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est bien, selon moi, pour notre pays, pour le développement de la RDC, qui a besoin d'un cadre politique et institutionnel, parce que sans stabilité politique et institutionnelle, on ne peut pas se consacrer à des efforts de développement. On ne peut pas investir dans les infrastructures. On ne peut rien faire, en fait, pour permettre le développement économique, pour permettre l'activité économique, pour permettre que des Congolais puissent investir, puissent avoir du crédit, pour qu'il y ait un tissu économique dans ce pays, un tissu par exemple de 2-3 millions de petites entreprises. Il faut de la volonté politique, il faut de la concentration. C'est pas avec des assemblées provinciales qui ne servent à rien qu'on va le faire. Il faut consacrer ces moyens au budget des investissements. C'est ce que je vous dis. Vous savez ce que coûtent chaque année les assemblées provinciales? Elles servent à quoi? Quelle loi elles votent? Pour quelle efficacité? On n'a pas besoin de multiplier la réglementation dans notre pays. On a besoin d'efficacité. Donc vous condamnez développement. Kabila parce qu'il avait organisé une décentralisation. Aujourd'hui, nous avons plus... Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas là. Non. C'est la Constitution de 2006. Mais si vous dites qui est d'inspiration étrangère, qui n'a pas tenu compte des réalités, mais on avait besoin d'un nouvel ordre politique. C'est le Comité international d'accompagnement de la transition, qui est donc les États-Unis, la Belgique, la France, qui sont comme toujours à l'inspiration de cette Constitution. Alors, okay? M. Massoud a révélé sur l'article 220 de la Constitution, parce que je suis Cholet, et tant d'autres personnes en train de dire, cet article reste intangible et inviolable. Comment vous pouvez
essayer de bouger cet article intangible. Je peux lire pour vous. La forme républicaine de l'État, Oui. les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives provinciales. Voilà. Des entités territoriales Voilà. et décentralisées. Voilà. Donc cet article est cadénancier. Oui. Donc vous ne pouvez pas. Non, on ne peut pas. Si vous voulez le faire, vous devez quitter cette constitution. Vous devez adopter une nouvelle constitution, celle-ci sera abrogée. Ça, c'est pas la Bible. Vous comprenez? Mais c'est la loi mère quand même. Non, attendez. C'est pas la Non, Bible, quand mais- je dis que c'est pas la Bible, vous comprenez ce que je veux dire. La Bible, elle change pas. Donc- Ça peut changer. Ça, c'est l'œuvre du peuple congolais. Ce texte n'est pas au-dessus du peuple congolais. La souveraineté qui est reconnue à l'article 5 de la Constitution, c'est un rappel. Ce n'est pas la Constitution qui donne la souveraineté au peuple. Le peuple est souverain de par le droit international et de par son existence en tant que peuple congolais sur un territoire avec des attributions, avec une population précise. Vous comprenez? Et une des premières leçons en droit constitutionnel, c'est de rappeler que ce n'est pas l'État qui crée la Constitution. C'est la Constitution qui crée l'État. Ok. Ça veut dire que l'État congolais tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme et dans son système politique, le régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, cet État, l'organisation et l'exercice du pouvoir sont régis parce que cet État, vous allez me dire l'État congolais existe depuis... Oui, mais cet État tel qu'il existe aujourd'hui, c'est sous cette constitution. Donc il est créé par cette constitution. La constitution peut changer. Si vous voulez changer de constitution, à ce moment-là, il faut retourner au référendum. Ok? Donc, les droits de l'homme, à l'article 220, personne n'a envie d'y toucher. La durée et le nombre de mandats du président de la République, certains peuvent y toucher. On a remarqué, moi par exemple, je pense que la durée des mandats, 5 ans, en réalité, dans un pays sous-développé, ça sert à rien. Dawel parle de 7 ans. Il faut, parlez- pas 10 ans. Vous J'ai savez combien suivi, et d'ailleurs j'ai suivi, je salue Maître Kabenge là, mon éminent confrère du barreau de la Gombe. J'ai suivi ses propositions, elles sont intéressantes. D'ailleurs, lui-même a dit que c'est sur la table, c'est pour discuter. Voilà des gens avec qui nous devons réfléchir Ouvert d'esprit. sur la nécessité de réviser pour améliorer les choses ou de changer de constitution. Moi, ce que je propose, moi je ne suis pas pour ou contre le changement de constitution comme ça. Moi, je suis pour ou contre certaines choses. Par exemple, je suis pour la suppression des assemblées provinciales. Hein? Je suis pour la nomination des gouverneurs de province. Tout ça, ça signifie que je touche à un article à un article de la Constitution, à une disposition de l'article 220, c'est-à-dire que je ne peux pas réduire les prérogatives des provinces et des ETD. Si je propose quelque chose qui réduit les prérogatives, par exemple, les assemblées provinciales élisent les gouverneurs, Ok. moi je leur supprime ce droit-là, alors je dois changer de constitution. Vous comprenez? La révision constitutionnelle... Elle est interdite par cette constitution. Attendez, mais la pas révision de la Constitution est constitutionnelle. Et les changements de la Constitution le changement de la n'est pas constitution. constitutionnel. Non, c'est constitutionnel, sinon vous n'auriez pas un article verrouillé. L'article qui verrouille certaines dispositions, qu'on ne peut pas réviser. L'esprit de la Constitution, c'est quoi? C'est que si vous voulez réviser ce qui ne peut pas l'être, vous devez quitter cette Constitution. Attendez, monsieur Yves Vous devez Sommet, changer de vous êtes un constitution. avocat de profession, il ne faut pas nous amener dans les maraboutages, s'il vous plaît. Donnez-moi... attendez, un peu de... Non, s'il vous plaît, donnez-moi un argument
constitutionnel qui vous donne le pouvoir de changer cette constitution. Écoutez, je ne suis pas la Cour constitutionnelle, on s'entend, elle dit le droit, parce que j'ai vu aussi, je crois que c'était Sesanga, lui je le cite parce que je l'aime bien, et j'ai parlé d'autres ici qui faisaient les savants, et eux je ne citerai pas leur nom, mais Dely, oui, Dely se trompe parce qu'il a attaqué la citation de l'article 217 par le président de la République. Donnez-moi l'article 217, monsieur. Oui, révélez sur l'article. Non, 217. Ce que je veux dire, c'est son interprétation. Il n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui donne l'interprétation officielle. C'est un homme éclairé de la République. Non, plusieurs réformes au pays. Non, je vous non. Il n'y a pas d'argument d'autorité qui vaille dans le débat politique ou dans le débat scientifique. Il n'y a pas d'argument d'autorité. Il faut défendre ses idées. Moi, je vous explique. Ce qui n'est pas dit, parce que le droit constitutionnel, tout n'est pas dit dans la Constitution. Je vous dis, en tant que juriste, en tant que acteur politique qui connaît la Constitution, je vous donne ma lecture de ces dispositions de l'article 220. Je vous ai expliqué que si vous voulez... 220 dit, il y a des matières pour lesquelles on ne peut pas faire de révision. Le droit constitutionnel congolais vous dit, si vous voulez, malgré tout, toucher à ces dispositions, vous devez changer de constitution. Le changement de constitution, c'est constitutionnel, puisque ça existe. Cette constitution, elle n'existait pas avant 2006. Il y a eu un changement de constitution. Vous comprenez? Il y a quand même un vide. Quel vide? Sur le plan de la Constitution. Quel vide? Quand on parlait du changement de la Constitution, selon... Non, il y a toujours des dispositions transitoires dans une Constitution. Vous comprenez? Et ensuite leur mise en œuvre ne concerne pas l'actuelle législature. Ça entrera, si c'est adopté l'année prochaine, ça entrera en vigueur après 2028. Alors, M. Rasoul a l'article 217 parce que M. Sesanga, il a aussi placé un mot sur la souveraineté. Je peux lire pour vous l'article 217 de la Constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Le chef de l'État dit que cet article nous met en danger. C'est un acte devant de la République où la RDC peut céder sa souveraineté à certains pays africains, et Sesanga dit non. Et votre compréhension de l'article, c'est quoi? Moi, je ne sais pas si Sesanga est au courant des velléités, mais je suis sûr qu'il ne peut pas ne pas être au courant, est au courant des velléités hégémoniques de certains de nos voisins. Je ne sais pas si Sesanga est au courant, parce qu'on n'est pas là pour ne parler que de lui, mais on parle de ça. De l'article. Je ne sais pas s'il est au courant de la volonté de balkanisation de notre pays par certaines puissances et certains intérêts. Moi, je sais que le président Tshisekedi est informé de beaucoup de choses. Et il a raison. Il faut changer de constitution, selon moi, parce qu'il faut évacuer, n'est-ce pas, notamment les choses dont je vous ai parlé. Mais ça, on peut le réviser par une révision. Moi, je suis pour le changement. Je suis pour le passage à la 4e République. Mais ici, le président a raison. Il faut écarter toute possibilité de cession, vu notre histoire, de cession à un moment donné, même si ça se fait, même si ça existe depuis 67, etc., même si cela peut se faire par référendum, nous écoutons le peuple congolais, et le peuple congolais est attaché à ces 2 345 409 km² et ne veut pas en lâcher, ne veut pas envisager même théoriquement de lâcher 1 km². Nous ne sommes pas les seuls. Donc, il y a des traités internationaux où certains pays africains ou du monde a signé, où chaque pays peut céder un peu sa souveraineté. Aujourd'hui, avec la CPI, donc la CPI peut venir chez vous, prendre quelqu'un parce que vous avez cédé votre souveraineté. Non, c'est pas ça. On parle de territoire ici. On parle de territoire. Non, je voulais donner un exemple. Là, je suis d'accord. C'est normal. Les États sont quelque part connectés, interdépendants. Il n'y a pas un État qui vit en autarcie complète. Donc les relations internationales, c'est ça. Mais le président de la République, moi j'admire
la pertinence et la percussion de ses propos. J'ai l'impression qu'il revoit ça avant toute prise de parole en public parce qu'elles sont parfaites. Il dit avec beaucoup de justesse ce qu'il faut dire. Hein? Et ni l'Église catholique, ni personne, ni une frange de la société civile, ni une partie de la classe politique ne l'empêchera d'exercer ses prérogatives de président de la République, qui consiste notamment à montrer le cap, quitte aux Congolais à le suivre ou pas, mais à montrer le cap, à dire il faut, à un moment donné, lui, il ne se prononce pas tout de suite, mais il est sûr d'une chose et il nous l'a dit, il faut que les choses soient améliorées. Une commission nationale va réfléchir sur les meilleures propositions à faire au président de la République, et ensuite il verra s'il faut passer par les élus ou directement par le référendum. Alors, M. Kisombe, quand le président dit, il regrette de certains comportements d'un clergé, le père de l'Église, mais j'ai suivi Cholet, qui dit clairement que l'article 217, c'est juste ce que le régime veut mettre à la place publique pour mentir l'opinion. Mais l'article 214, M. Massounda, si possible, l'article 214 a tranché ces problèmes. L'article 214 dit clairement qu'on ne peut jamais céder notre terre sans qu'il y ait consultation de la population par la voie référendaire. Mais pourquoi vous brandissez l'article 217 du moment qu'avant l'article 214 nous donne déjà l'éclaircissement? Donc on ne peut pas céder si on ne consulte pas le peuple. Non. Cholet a brandi cet article. Là, vous vous faites complice de Cholet, moi je ne comprends plus rien. Mais Cholet a brandi l'article. Oh, il a dit ça. Vous pouvez dire, c'est ça? Non, il n'a pas dit qu'on ne peut pas céder notre territoire. Il n'a pas dit ça. Il a dit on peut, mais il y a une condition. Il faut que le peuple soit consulté. Nous, le peuple congolais, nous dit qu'il ne faut même pas parler de consultation pour quoi que ce soit. On ne veut pas céder 1 cm². Mais vous dites que c'est réglé dans l'article 217. Non, c'est pas réglé parce que là... même la souveraineté qui est sous-traitée en article 217, mais ici à l'article 214, on dit... Vous savez, moi je ne vais pas suivre... Cholet, c'est un homme sérieux. Je ne vais pas suivre... Non, excusez-moi, mais... Le clergé n'a pas pour spécialité de se prononcer nécessairement sur des questions de cet ordre-là. Elle donne son point de vue, l'Église, comme n'importe qui d'autre, hein, et comme en tout cas, comme tout citoyen, et comme effectivement acteur social majeur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les cas, même ici à l'article 214, il faut consulter le peuple. La possibilité est là, par voie de référendum. Il est toujours possible de céder notre territoire, ici ou là. Le président de la République a dit qu'au moment où le complot de balkanisation bat son plein, il faut nécessairement que cette possibilité soit supprimée. C'est tout. Il faut renforcer la maîtrise de notre territoire en termes de prérogatives constitutionnelles par le peuple congolais. C'est tout ce que nous disons. Alors, M. Kisombe, la dernière question, il y a eu les États généraux, parce que vous vous présentez comme porte-parole du ministère de la Justice, ou le ministre de la Justice, les États généraux. Quand même, j'avais reçu un magistrat ici, M. Gabriel, l'un de vice-président d'un syndicat Soudima, qui a dit que les réformes que le ministre de la Justice veut amener, ces réformes violent également les lois de la République. Par exemple, un exemple ici de l'arrêté du ministre de la Justice qui affecte le magistrat à l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires, mais qui se réfère dans la motivation visant à l'ordonnance du 23 juin 1987. Alors, pourquoi vous voulez une chose et son contraire? Non, écoutez, l'agencement dans l'arsenal juridique doit se faire de manière harmonieuse, c'est-à-dire en respectant les règles supérieures, et ainsi de suite. C'est pas ça qui intéresse les citoyens directement. Ce qui intéresse les citoyens, c'est de faire en sorte que personne ne doive débourser 5 000 $ au parquet. Je ne dis pas en donnant à qui ou à qui, quand il est arrêté et qu'il sort 3 jours après. 5 000, 10 000 $ au total. C'est ça qui intéresse les Congolais. Parce que cette justice, elle est rendue en leur nom. Mais cette justice, elle les fait souffrir. Vous vivez ici, vous vivez dans le pays. Est-ce que la justice, d'une manière générale, satisfait les Congolais? Non. Il y a des choses qui se font bien.
Mais ce n'est pas suffisant, il y a trop de dysfonctionnements. Hein? Évitez d'avoir un problème avec nos cours et tribunaux et avec... Or, c'est pas ça. Vous êtes Congolais, vous vous retrouvez à Bruxelles. Vous serez peut-être mieux protégé par le parquet qu'ici si vous avez un problème. C'est ça qui intéresse les Congolais. Il y a une jeune sœur, une jeune compatriote qui m'a appelé qui était en pleurs. Bakanga Kiye, Naparke, Basilissi Mbongo, 5 000 $ pour une Congolaise, c'est peu d'argent. Parfois, ça peut être tout ce qu'elle a. Je ne parle pas des nantis, je vous parle d'une citoyenne ordinaire. Elle était en pleurs parce qu'il fallait ajouter 2 000 pour les magistrats, selon elle. Il fallait ajouter ceci, sans compter les avocats. Nous aussi, les avocats, nous avons une part de responsabilité. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Et nous savons les réalités. Vous savez les réalités quand vous êtes en détention préventive. Vous saviez combien ça coûte. Est-ce que la justice, ce service public, ça doit coûter de l'argent aux citoyens? Donc tout le reste là, c'est cette mafia judiciaire que l'on doit combattre. Donc vous acceptez la violation de l'actuel Non, ministre? Non, il n'y a pas... Le ministre d'État ne viole rien. Je vous ai cité ici. Il ne viole rien du tout. Il ne viole rien du tout. C'est pas ça qui intéresse les citoyens. Non, mais il faut dire le contraire. Non, parce que l'acte est authentique. Non, ce que je vous dis, c'est que les réformes sont nécessaires dans le respect de la loi. Et c'est ce qui est en train de se faire. Merci. La dernière question. Monsieur Massounda, je peux avoir l'illustration ici d'une ancienne émission du ministre de la Justice, Monsieur Constant Moutamba, quand il était encore candidat président de la République. Il a été reçu à la RTNC. Alors, c'est cette vidéo qui nous pousse à comprendre que le ministre de la Justice, il avait déjà une dent contre le magistrat. Aujourd'hui, on dit que le ministre Moutamba est en train de sous-traiter, selon plusieurs sources, sous-traiter les magistrats parce qu'il veut devenir les présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Il avait dit ici, avant même qu'il soit ministre, dans le combat qu'il est en train de mener contre les magistrats, c'est pour qu'il soit président du Conseil supérieur de la magistrature. La vidéo est là et le son, il est en train de dire ça. Vous êtes le porte-parole. Non. Il n'y a pas de lutte personnelle ici. Il y a une cause congolaise. C'est la justice. C'est le droit des Congolais à bénéficier d'un service public qui s'appelle la justice. Un service public de qualité. Hein? Ce n'est pas le destin de Constant Moutamba. Ce n'est pas le destin du président de la République lui-même. Le président Félix Tshisekedi a une vision pour une justice qui doit être guérie. Et il a dit, c'est lui le premier à avoir dénoncé haut et fort l'état de maladie de notre justice pour que l'on fasse des choses. En tant que magistrat suprême, il s'est impliqué. Le reste n'a pas d'importance. Il a dit ça dans l'émission, c'était avant qu'il soit le ministre. Mais ça c'est... On a envoyé la vidéo par le public en disant... Il a dit qu'il voulait devenir président... J'ai pas voir les sons, monsieur. Attendez. Il a dit, je veux devenir président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a dit ça dans cette émission. Il a dit quoi, s'il vous plaît? J'ai mis pour vous. Non, ne dites pas de fausseté. Et même s'il avait dit ça, je pas voir la vidéo. Quel est le rapport? Attendez, je vais pas voir la vidéo et les sons. Comme ça, monsieur Yves Kissombe les porte. Non, là, je pense que nous nous perdons. Non, s'il vous plaît, c'est important. J'aimerais bien voir les sons de cet élément. Comme disent les anglophones. Ce que je ferai prioritairement au niveau de la justice, c'est que je ferai du procureur, du ministre de la Justice un attorney general, comme disent les anglophones. Je ferai de lui le procureur général de la République, qui aura une ascendance sur tous les procureurs généraux. Je ferai de ces ministres de la Justice le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce que je... Zala, bon citoyen. Vous avez suivi les sons. C'est le ministre de la Justice qui parle? Je me demandais si c'était le ministre de la Justice qui avait dit ça. Il était candidat. Il était candidat, mais moi je... Quand je ferai deux. Aujourd'hui, le ministre de la Justice... Non, mais il n'est pas... Non. Il y a une erreur de logique dans votre raisonnement. Il parlait comme candidat président. Il n'est pas président de la République.
D'accord? Il est ministre de la Justice. Il ne fait pas ce qu'il veut. Vous comprenez? Et même si il pense, moi je suis de son avis, par exemple, je pense que le ministre de la Justice dans un pays comme le nôtre devait être l'autorité hiérarchique du parquet. Okay? Comme aux États-Unis, où le ministre de la Justice s'appelle procureur général. Le procureur général des États-Unis, c'est le ministre de la Justice. Il est membre du gouvernement. Ça s'appelle Attorney General. C'est lui. Okay? C'est le procureur général. Parce que dans chaque État, il y a un procureur général. Et là, c'est le procureur général des États-Unis. Dans chaque État des États-Unis, hein, je parle bien. Dans chaque État, donc vous avez 50 procureurs généraux des États. Et puis vous avez le procureur général des États-Unis d'Amérique. Et donc, je suis pour cette façon, mais ce n'est pas dans notre législation actuellement. Ce que nous voulons, c'est que, et ça a été proposé aux États généraux, c'est que l'autorité du ministre soit renforcée. Ça, ce n'est pas le ministre qui l'a voulu seul, c'est l'ensemble des acteurs du secteur de la justice, sauf un certain syndicalisme débridé. Hein? Mais nous ne sommes pas pour le corporatisme, nous visons l'efficacité. Est-ce qu'il y aura l'indépendance de la justice si lui, les politiques, devient... Non, ça c'est le parquet. On ne touche pas à l'indépendance des juges. Hein? Il y a deux types de magistrats. Il y a les magistrats du parquet et il y a les juges, hein, qui sont les magistrats du siège. Eux, ils sont assis, comme on dit. Hein? Les magistrats debout, les magistrats du parquet, debout parce que pendant le procès, pour parler, le procureur se lève. Hein, ou son adjoint qui est à la séance se lève, le juge reste assis. Et donc, on ne touche pas à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le juge reste indépendant, inamovible. On ne peut le permuter qu'en cas de promotion ou à sa demande ou pour des situations de ce genre-là. C'est bien délimité. Okay? C'est la condition de son indépendance, l'inamovibilité. On ne peut pas le changer. Ça reste. Le parquet, c'est autre chose. C'est en dehors du pouvoir judiciaire. C'est attaché au pouvoir judiciaire. C'est ça l'article 150. Le pouvoir judiciaire, ce sont les cours et tribunaux. Le parquet relève davantage de l'exécutif. Et nous voulons que ça soit plus net. Plus net. Mais ça ne fait pas du ministre... Il n'y a aucune proposition. Ça, c'était une proposition et ça tient la route dans sa logique, dans ses propositions, comme candidat président. Ici, il est ministre de la Justice et le président de la République, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, monsieur Yves Kisombe. Regardez la caméra, 30 secondes. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est aussi votre mot de la fin. Le sursaut patriotique est nécessaire pour développer notre pays, pour sortir du sous-développement. Le regard centriste, parce que je suis centriste, c'est la voie de la raison. Nous ne sommes jamais dans les extrêmes. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a toujours une voie médiane pour faire avancer le Congo. Mais face aux dangers qui guettent notre pays, sa survie, il faut faire confiance au président Tshisekedi, qui n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir, qui est là pour léguer un Congo en meilleur état pour les générations futures. Et c'est ça que moi, je suis personnellement et que je vous demande de suivre aussi. Les vociférations, les critiques acerbes d'une opposition en mal de pouvoir doivent être écartées de votre analyse et de votre soutien. Ne suivez pas la voie de ceux qui sont en réalité les complices des ennemis du Congo. Beaucoup, vous les avez appris à travers les réseaux sociaux. Oh, ils sont à Kigali, ils sont ici. C'est toujours comme ça que ça se passe. Nous avons le sursaut patriotique à vous proposer pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci, monsieur Yves Kisombe. Je précise que vous êtes président du sursaut patriotique, vice-président du regroupement politique Les Centres, aussi avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, ancien député national et ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delca Télévision. Un grand merci à mon réalisateur, monsieur Massounda, la main ingénieuse, et monsieur Jimmy qui était du côté de la régie finale. Suivez et laissez vos commentaires.
les débats continuent sur notre YouTube et dans les réseaux sociaux. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité, PKM, c'est la différence, PKM. c'est la satisfaction. Zala bon citoyen.